Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play pour une fois à l'heure. Vous voyez, 15h30 et 35 secondes exactement. On va revenir évidemment sur ce match nul des Nantais. C'était du côté de l'EGC Nice, un but partout. C'était ce week-end en compagnie de nos trois invités du jour. Mais tout de suite, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Nino Derriot. Ce que Nantes produit cette saison est vraiment magique, se glissant dans le top 5. Pourtant, un club Nantes avec peu de moyens. On va en rediscuter évidemment avec ceux qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi, en commençant par la grande première télévisuelle de Louis de Bergevin de France Bleu Loire-Océan. Salut Louis. Salut Anthony. Avec également le retour de Camille Autrusso, grand supporter du FC Nantes devant l'Éternel. Bonjour Anthony. Et puis le grand journaliste aussi de Radio France qui est arrivé à l'heure, c'est Charles Guyard qui nous fait le plaisir également d'être parmi nous. Salut Charles. Bonjour Anthony. Alors déjà, tu n'étais pas vraiment d'accord avec le premier tweet de cet après-midi qui disait que Nantes avait peu de moyens. Peu de moyens, avec un budget de 60 millions d'euros, on ne peut pas considérer que c'est peu de moyens. C'est dans la moyenne de la Ligue 1. Milieu de tableau. Ouais, milieu de tableau. Alors effectivement, quand on compare, parce que souvent on fait des comparatifs, le budget, c'est telle place. Bon, effectivement, ils sont au-delà de la place prévue par le budget, mais 60 millions d'euros, ils sont 4 places de plus. Voilà. Et Saint-Etienne, c'est quoi le budget ? C'est pas loin d'être... non, c'est un peu plus Saint-Etienne. Ouais, un petit peu plus. Ils sont où ? Oui, mais ils commencent à revenir. Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord, moi j'ai eu peur. J'ai eu peur que Saint-Etienne ne revienne pas dans... On verra le 1er avril. Dans ce championnat de Ligue 1. Ça sera un beau poisson, évidemment. Clément Bigois qui nous dit sur Twitter, Nice et Nantes se neutralisent, un but partout dans un match d'un triste niveau. Dans le jeu, peu de progrès, les jambes paraissent lourdes, le public montre logiquement son mécontentement. Alors on va en reparler de cette analyse du match. On va d'abord regarder cette superbe photo de la Brigade Loire. Il y avait des supporters, Louis, qui avaient fait le déplacement du côté de la Côte d'Azur. Joli soleil. En plus, ils ont dû bien bronzer parce qu'ils étaient tous torse nu. Ouais, je pense qu'ils avaient chaud, mais ils étaient juste dans le coin du stade avec le soleil qui tapait sur eux, à l'inverse de nous, les journalistes. On était à l'ombre. Ouais. Souvent dans l'ombre, les journalistes. Toujours. C'est toujours ça. Bon, c'est un but partout. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé, notamment ? Justement, moi, j'ai trouvé que, notamment, la première mi-temps avait été quand même... il y a eu beaucoup de choses, de buts déjà, de bonnes choses, de moins bonnes aussi, parce qu'on a très mal commencé. Mais quand j'ai vu la 45e minute, je me suis dit, déjà, ça passe vite, contrairement à d'autres matchs où c'est un peu plus lent. En deuxième période, ils ont verrouillé les Nantais. Et donc là, c'était un peu plus lent en deuxième période. Ouais. Mais la première mi-temps, on ne s'est pas ennuyé. Charles, ce qu'on disait, c'est que cette équipe nantaise, elle prend énormément de buts sur coup de pied arrêté depuis quelques temps. Là, c'est à la suite d'un corner. C'est pas sur un corner direct, mais c'est à la suite d'un corner. C'est quand même problématique. Ça a été problématique effectivement à Nice, même si c'est pas directement sur le coup de pied arrêté. Ça a été très problématique contre Lille une semaine avant, à Caen 2 semaines avant. Oui, c'est une très mauvaise habitude. En 2018, là, les Nantais sont très très friables sur ce genre d'action de jeu. Oui. Et on va en reparler évidemment, mais de la réaction nantaise, parce que c'est vrai que les Nantais ont été menés une vingtaine de minutes, et puis ils ont réussi à revenir. C'est l'Inotech qui nous dit incompréhensible l'attitude de nos joueurs sur les coups de pied arrêtés depuis quelques matchs. On croirait que rien n'est préparé, ce qui serait surprenant avec le Mister. C'est vrai que Claudio Ranieri, il doit être fou de prendre tous ses buts sur coup de pied arrêté. Ouais, et pourtant il ne change pas ses joueurs. On n'a pas l'impression en fait qu'il y a une tactique spécifique au marquage de certains joueurs qui sont dangereux. C'est de l'individuel, c'est de la zone. Comment ça se passe sur le terrain là ? Parce que on sent véritablement, Giroto avait été un petit peu mis sur le fil là, par rapport à ses marquages, mais c'est quoi ? C'est de la zone, c'est de l'individuel ? En fait, je pense que c'est une logique d'évolution de l'équipe, c'est-à-dire que Ranieri avait très insisté sur le système défensif en première partie de saison, et ça avait bien marché d'ailleurs, parce que les Nantais finissent à la trêve avec l'une des meilleures défenses de la Ligue 1, la troisième en l'occurrence, et il l'avait dit d'ailleurs Ranieri qu'une fois son assise défensive assurée, il allait développer un jeu plus porté vers l'avant, donc fatalement quand on se porte vers l'avant, ça laisse des espaces derrière, ça laisse des failles, et c'est plus facile pour l'adversaire pour se faufiler. Maintenant, ce qui ne justifie pas aussi un tel manque d'étanchéité sur coup de pied arrêté, parce que là, c'est pas dans les actions de jeu, c'est les coups de pied arrêtés, et effectivement, là, on peut se poser des questions, notamment sur Tatarou-Tsanou, mais aussi le marquage des joueurs sur ces phases-là. Ouais. Sur la concentration. Ah oui, on parle beaucoup de concentration avec Ranieri. Concentration, je disais de communication aussi, peut-être entre les défenseurs et leurs gardiens de but, parce qu'on n'a pas la sensation que ça parle beaucoup. Non. Ils ne parlent pas beaucoup roumain, peut-être. Peut-être pas la même langue. C'est ça le problème. Non, mais
Peut-être que c'est le jeu, encore que après le football c'est un langage universel. Hein. C'est pas dur de dire laisse, on comprend que le gars est derrière et il faut lui laisser ou pas le ballon. Après, oui, il y a probablement un manque d'attention. Parce qu'on voit un moment, c'est Gigi qui fait une passe à Tata. Gigi Tata, la relation n'était pas spécialement évidente. Louis, toi qui étais là-bas du côté de Nice, les Nantais ont été en gros danger sur les 14 corners qu'ils ont concédés. Alors oui, mais justement, c'est 14 corners et ils prennent ce but au début, mais est-ce que c'est une heure de concentration? C'est un peu particulier, mais sur les 14 corners, derrière, ça a été solide, donc contrairement à avant. Donc est-ce qu'ils ont pas retrouvé un petit peu, je disais tout à l'heure qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu plus ennuyé parce que c'était vachement verrouillé par les Nantais. Est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé cette solidité défensive, en tout cas le temps d'une mi-temps? Mais c'est hermétique, beaucoup plus hermétique. Ouais, beaucoup plus hermétique. Voilà, j'ai trouvé plus concentré aussi. Et donc 14 corners, aucun but encaissé, on va dire, sur une erreur de concentration, c'est pas mal. Maintenant, on va falloir continuer, ça c'est sûr. Et mener 1-0 les Nantais dès la 6e minute. Et puis Zoro, ou plutôt Emiliano Sala, est arrivé avec Giroto qui se fait faucher bêtement dans la surface, bêtement surtout pour les Niçois, parce que la faute était loin d'être... elle était évitable en tout cas de par le défenseur Burner, mais bon, Giroto a bien joué le coup, et derrière Emiliano Sala, 11e but de la saison, donc 4 pénaltys. Évidemment, on va s'attarder sur le buteur nantais, parce que pendant des années, hein, il a signé 5 saisons au FC Nantes, il est arrivé en 2015, exactement, donc c'est sa 3e saison au FC Nantes. La première année, on ne va pas se le cacher, on était nombreux, moi le premier, à dire c'est un attaquant qui est très frustre techniquement. Alors, on a toujours dit il se bat incroyablement, mais il lui manque quand même pas mal de qualité. Est-ce qu'il a évolué depuis 3 saisons là maintenant, Emiliano Sala? Il est capable de coups, des fois, techniquement, où c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il a des frappes, des fois, je pense à certains de ses derniers buts où on se dit mais comment il fait pour la mettre, et à côté de ça il est capable de louper des choses, des têtes qui paraissent plus simples et en fait il les met pas, et donc c'est très étonnant, mais c'est vrai que devant au final c'est un point, c'est une force, et on le voit avec Dante, le combat qu'il y a eu quand même pendant tout le match, ça a été quand même assez physique, hein. Louis, moi j'aimerais pas être défenseur central et avoir au marquage Emiliano Sala. En plus, vous m'avez vu, physiquement je fais pas le point, ça c'est sûr que je me fais dégager. Mais après, Emiliano Sala, il a pas forcément beaucoup de bons ballons. Enfin, il est très très souvent sur les 6 mètres, c'est lui qu'on cherche, et c'est des ballons qui sont pas évidents du tout à contrôler. On a plusieurs défenseurs sur le dos et il parvient quand même parfois à en remettre. Il y a aussi un gros travail là-dessus d'Emiliano Sala, sur des phases de jeu qui sont pas forcément des occasions, quoi. Donc c'est un bon travail, ouais, ça c'est sûr. Un bon travail, 11 buts, Charles. Et on disait aussi à Emiliano Sala, il avait en plus la chance d'avoir des ailiers qui le servaient sur un plateau, mais il sera à 20 buts, non? Encore faut-il les mettre au fond derrière. Oui, derrière. Non mais voilà, parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup de bons ballons exploitables pour Emiliano Sala, mais après, lorsqu'il en a, il n'est pas toujours non plus d'une efficacité redoutable. Et c'est un peu ce qu'on a reproché souvent d'ailleurs à Emiliano Sala, ce manque de technique. Maintenant, c'est un mordant, c'est un battant, comme tu le disais. Être défenseur face à lui, ça va être terrible parce qu'il vous fait tourner dans tous les sens. Voilà, Emiliano Sala, 11 buts, dont 4 pénaltys. Et ces pénaltys, et notamment celui de Nice, superbement tiré. Et moi, je retiendrai surtout celui qu'il a inscrit à Guingamp, parce qu'il sort d'une période compliquée. Il fait un manqué incroyable quelques minutes avant en expédiant son ballon sur la barre alors qu'il est tout seul, et on n'a pas compris. Enfin, je pense que c'est toute la frustration engendrée, que dans son coup de pied, il veut passer en force, et ça manque de bol, ça prend pas la cible. Et derrière, il y a cette force de réaction de quand même tirer le penalty, de se remettre dedans et de le mettre. Donc, et puis pour le coup de mettre les Nantais sur le chemin de la victoire. Donc voilà, il n'est pas forcément tactique tout le temps, mais voilà, c'est un mordant, c'est un battant, c'est un chien, quoi. C'est un guerrier, Emiliano Sala, c'est l'homme de la Beaujoire. Ouais. Effectivement, l'homme de la Beaujoire qui nous dit sur Twitter, quand tu regardes Emiliano Sala, c'est impossible de ne pas l'aimer, le mec s'arrache à tous les matchs. Effectivement, c'est vrai, alors c'est 12 buts la saison dernière, c'est 11 déjà, alors qu'il reste encore 13 journées de championnat, 12 ou 13 journées de championnat. Ça veut dire qu'il peut aller jusqu'où, Emiliano Sala? Jusqu'où on est à peu près à la moitié, plus de la moitié de la saison, donc peut-être pas 20 buts, mais ouais, 18, 15, il peut dépasser les 15, je pense. C'est déjà pas mal, hein. 18 buts, c'est l'Europe pour le FC Nantes? C'est les points qui comptent. Oui, voilà, c'est ça. Mais il a souvent été décisif d'ailleurs, Emiliano Sala, c'est-à-dire pour rapporter un point par-ci, 2 points par là. Mais comme Nantes prend peu de buts, quand il marque, forcément ça aide, quoi. Ça aide. Plus 3 passes décisives. Oui, et 2 buts aussi en coupe.
Voilà, chose qu'il faisait pas avant. Il est passeur aussi maintenant. En fait, il fait ses propres passes. C'est-à-dire qu'il se passe le ballon pour marquer. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Je pense que s'il était encore plus entouré, effectivement, il serait encore nettement meilleur. Alors, on a évidemment essayé de jouer au jeu de la comparaison avec celui qui était en face, du côté Nice, avec Balotelli. C'est 13 buts, hein, Balotelli en Ligue 1. C'est un autre personnage, d'ailleurs, c'est Gérald The West qui nous dit Balotelli, bon joueur et beau pleureur en même temps. Il chouine, il rechouine, il se plaint, il se provoque et il se plaint à nouveau. C'est vrai qu'il est encore sorti du match sans carton jaune, Balotelli, et pourtant, qu'est-ce qu'il est agaçant. C'est ce que disait Diego Carlos avant le match. Alors Diego Carlos n'était pas là, mais que Balotelli était un joueur, il a utilisé le mot méchant, je crois, qui parlait beaucoup, qui essayait de faire péter les plombs aux adversaires. Parfois c'est lui qui pète les plombs. Et là, ça a été viril, on va dire. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, Anthony, sur la comparaison avec Emiliano Sala. C'est drôle parce que Balotelli, c'est presque l'inverse. C'est un joueur qui je vais pas dire qu'il se bat pas, mais il marche tout le temps sur le terrain. Entre les deux. Et voilà. Et puis après, par contre, il est capable il a fait une frappe, il récupère le ballon de haut but et il envoie une frappe. Alors c'est sur Tatarusanu, mais c'est quand même puissant. Donc il est capable de fulgurance, quoi. Mais c'est vrai que on pourrait dire que c'est l'inverse d'Emiliano Sala. Effectivement, et Balotelli, qui aussi a eu quelques mots avec Léo Dubois notamment, pas très sympa. Mais bon, il est pas très cool non plus. Parfois marrant, mais pas très cool. On parlait justement, Louis, de Tatarusanu, décrié, critiqué ces derniers temps, parce que manque de sortie aérienne, alors qu'il fait quasiment 2 mètres. Et puis, contre Nice, il a pris aussi ses responsabilités. On a eu la sensation, Camille. Enfin, ouais. C'est vrai que ça fait plaisir, là, de le voir sortir sur les corners. Sur les derniers matchs, on ne le voyait pas, il était figé sur sa ligne. Alors, je sais pas, il s'avait peut-être collé les pieds, mais là, enfin, il sort, il dégage du point, il donne plus d'assurance en fait à sa défense. Et c'est vrai que devant, quand on voit le lien avec Palois, on a l'impression qu'ils fonctionnent bien aussi ensemble. Puisque Palois a souvent quand on regarde les placements, il est souvent en couverture en fait. Effectivement, de son gardien, de Tatarusanu, qui aime bien jouer avec Palois. D'ailleurs, messieurs, la charnière centrale a été encore une nouvelle fois modifiée, parce que depuis le début de saison, on en a des défenseurs centraux différents. C'était pas mal, entre Gigi et Palois, la relation. Gigi avait été pointé du doigt un petit peu après le match contre Lille parce que ça avait été pas forcément très solide. Et puis le but de Pépé, c'est lui qui est devant et qui fait pas ce qu'il faut pour empêcher l'attaquant Lyon de marquer. Mais finalement, il a été reconduit et là, ça a plutôt bien tenu, effectivement. Mais après, Palois, c'est très rassurant derrière. Quand on n'a Palois... Palois, c'est rassurant. Et pourtant, c'était pareil. Hein, on n'était pas forcément enclin à dire ce genre de choses au début de saison. Hein. Bah oui, peut-être parce qu'il est arrivé de Bordeaux aussi. Non, mais ça, c'est l'historique. Ça. C'est l'historique. Non, mais cela dit, ça peut jouer aussi. Hein, souvenez-vous, René Girard. Mais quoi qu'il en soit, Palois, je pense que quelle que soit la personne avec qui il est associé, c'est vrai, c'est l'assurance tout risque. Malgré un début de saison plutôt mitigé, notamment dans ses relances. Mais ça a toujours été un gars qui est solide sur l'homme, en tout cas sur l'adversaire. Et il est monté en puissance rapidement, et ça fait d'ailleurs un petit moment, depuis le début de l'automne, qui laisse quasiment rien passer. C'est quand je pense que Bordeaux doit avoir de gros regrets de l'avoir libéré. Surtout quand on voit le début de saison qu'avait fait Bordeaux sans lui. Hein. Sans lui, et surtout quand on voit que Bordeaux a fait venir Bess à la place, et Bess ne fait plus partie des plans du nouvel entraîneur bordelais. Donc... Si, il a dit qu'il allait jouer. Il s'est justifié en disant que Paul Bess... Ça, c'est pas le même rendement quand même. Effectivement. C'est Rico Ziello qui nous dit Palois, alors c'est un supporter niçois, hein, Rico Ziello évidemment. Palois, il n'a pas l'air très futé, ok, mais franchement, sur les derniers matchs que j'ai vus du FC Nantes, il est là le garçon, un vrai soldat, grand chauve, mais vrai soldat. Et c'est vrai que, parler de relance, je pense qu'il n'a pas forcément progressé là-dessus non plus depuis le début de la saison. En revanche, c'est vrai qu'il ne laisse absolument rien passer. Défensivement, c'est intransigeant. Et quel que soit son partenaire, que ce soit Gigi, Awaziem ou Diego Carlos, il est là. Il ne fait pas de bruit. Hein. Ah non. Je pense pas qu'on doit monter sur les tables et rigoler beaucoup avec lui, mais il fait pas de bruit, il est là, il fait le taf. Ouais, mais en attendant, je veux dire, on le voit. C'est parce qu'à certains moments, Balotelli, quand il était devant, il a essayé de le chauffer. Et sur la première mi-temps, je veux dire, Palois, à chaque fois, il revient, il discute pas, on l'entend pas, il va jamais voir l'arbitre. Le gars, il fait son boulot, il le fait bien. Oui, et il va pas râler. Ah non. Et voilà, on n'a quasiment jamais eu de problème dans l'axe, à part une frappe de Pléa, et encore, voilà. Bon, Palois, donc tout le monde est d'accord, indiscutable cette saison dans la charnière centrale. Ça, c'est complètement sûr. D'ailleurs, quand il n'est pas là, ça s'en ressent. Quand il n'est pas Palois, on dit.
Mais c'était pas mal. C'était pas Ouais, mal. très bien. Allez, on va évidemment parler d'un autre homme. Alors lui, il se fait mais résolument tailler sur les réseaux sociaux. On va parler évidemment, voilà, vous le voyez en image, c'est Jules Iloki, titulaire. Mais non, rigolez pas tous pour l'instant parce que Jules Iloki, c'est un pur produit du centre de formation. Qui notamment a été élevé à la Jonelière, donc logiquement à tout ce qui est entraînement technique. Et pourtant, c'est vrai que depuis quelques matchs, enfin depuis quelques temps déjà, le garçon est titulaire et on voit pas, moi le premier, je vois pas pourquoi il l'est. Messieurs, je voudrais avoir votre avis. Je sais pas, j'ai vu une interview passer dans Ouest France il y a pas très longtemps dans laquelle Monsieur Kita se plaignait un peu que son entraîneur ne faisait peut-être pas assez jouer de joueurs du centre de formation. Peut-être que le message a été entendu par Claudio Ranieri. Dubois, Rongier, Touré, c'est pas assez encore. Manifestement, il en faut encore. Et bon, peut-être qu'il rentre dans ce cadre-là, je sais pas, dans la promotion du centre de formation dans lequel Monsieur Kita a tant investi, sans doute à raison. Mais effectivement, Jules Iloki concentre les critiques en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il a du mal. C'est justifié ou pas, Charles ? Mais dans sa manière de jouer, de comprendre le jeu, j'ai l'impression que oui, il y a une certaine mésentente a priori sur les phases offensives notamment. Maintenant, je veux pas faire la comparaison avec Salah, mais dans le combat, je pense qu'il est quand même là malgré tout parce qu'il a une bonne faculté de débordement mine de rien. Il peut accélérer facilement, il peut redonner du peps à l'équipe quand il s'agit de remonter le bloc d'un cran. Après, c'est vrai, dans la dernière passe, dans la finition, ça n'a pas toujours été ça. Voilà, c'est... Non, ça n'a pas toujours été ça. C'est compliqué pour lui. Non, mais voilà, c'est après Louis, pas l'accabler non plus. Non, mais après, on parle des joueurs et évidemment de leur performance. Et c'est peut dire quand même que Jules Iloki n'est pas déterminant sur les derniers matchs. Ouais, ça c'est sûr. Mais effectivement, on sent qu'il a des capacités sur sa vitesse. Personne ne remet ça en cause. Mais c'est des choix, justement, un débordement. Et puis, en fait, il va trop loin alors qu'il pourrait faire des choses simples en se retournant, en faisant une passe et quand même faire avancer. Mais non, c'est les choix qui sont pas là, j'ai l'impression. Bon, techniquement, c'est pas forcément le meilleur joueur non plus. Mais, et là, on dit qu'il se bat, mais en même temps, le nombre de passes qu'on lui donne, et en fait, il va pas chercher le ballon, et le défenseur à Nice passait devant lui pour intercepter le ballon. C'est arrivé souvent. Même sur la photo que vous avez montrée, là, on voit qu'il se fait un peu dépasser par le défenseur niçois. Et c'est dommage, parce que c'est de la volonté et des choix, je sais pas, peut-être un manque de concentration aussi, mais j'ai l'impression en tout cas que il aurait les capacités pour, mais ça bloque à chaque fois, quoi. Alors effectivement, c'est quoi ? C'est footballistique, c'est psychologique, c'est quoi ? C'est QI foot ? Je pense que ça peut pas être mental depuis le temps qu'il est en Ligue 1. Je veux dire, le joueur, quand même, il a un sacré paquet de matchs de Ligue 1. On a des joueurs qui arrivent, qui n'ont pas autant de matchs et qui s'imprègnent beaucoup mieux. On prend Ngom, par exemple, qui a montré quand même plus de qualité en peu de matchs que Iloki. Technique, en tout cas, oui, ça c'est Techniquement, sûr. Voilà. Et puis après, Iloki, moi, il me faisait penser un peu à Oliège, c'est-à-dire je cours tout droit. Et puis une fois que je suis au bout, je regarde qu'est-ce que je fais du ballon. Et pas de bol, des fois je suis sorti, ou des fois je centre derrière le but, ou j'oublie mon joueur aussi. Parce que sur les replis défensifs, il n'est pas non plus exemple à certains moments par rapport au marquage que peut avoir Dubois sur ses joueurs. On sent que Dubois, il monte moins ces derniers matchs. Oui, il a plus d'appréhension du coup du fait qu'Iloki peut-être soit moins performant aussi dans son couloir. Moi, je voudrais avoir votre avis. On va juste donner un tweet parce qu'il y en a, je peux vous dire, il y en a des dizaines et des dizaines malheureusement sur Iloki, et celui de Max FCN qui nous dit à un moment donné, Iloki c'est juste plus possible, sérieux, qu'on l'inscrive à l'athlé, ok, mais le foot, non merci. Alors je dis des comme ça n'arrête pas. Moi, je voudrais savoir. Claudio Ranieri, on était en train d'en parler juste avant l'émission, c'est pas un idiot, c'est plutôt un entraîneur qui a de l'expérience. Pourquoi il continue de le maintenir titulaire ? Après, il y a peut-être une clause dans son contrat qui fait que tant de matchs, ça vaut tant. Enfin, il prend pas, il n'y a pas de rétrocommission, Charles. Je sais pas, non, j'accuse personne de quoi. Non, on est d'accord. On est d'accord. Non, mais pourquoi il est titulaire ? Il n'y a pas d'autres joueurs ? Il faudra demander à Ranieri, parce qu'effectivement, je pense on est moins bon que lui en coaching, à mon avis, sinon on ne serait pas là. mais puis j'aurais pas le même salaire. Mais faudrait lui demander. Après, c'est vrai que peut-être que le retour de Kayembe est une bonne nouvelle pour le coup. Très bonne nouvelle, excellente nouvelle. On voit El Ghanassi qui a essayé d'être mis titulaire contre Monaco sur un ou deux autres matchs aussi. À chaque fois, il est sorti à la mi-temps. Le problème, c'est soit il y a un manque technique, soit il y a un manque physique, voilà. Mais il n'y a pas le joueur adéquat, en tout cas, qui correspond au profil
Faudrait qu'Iloki porte El Ganassi sur son dos. C'est peut-être ça. Il est peut-être rapide, mais là, peut-être avec un autre joueur. Kakani qui a fait des bonnes rentrées, mais à chaque fois, il est juste utilisé sur des petits morceaux. Alors, est-ce que physiquement, il n'est pas capable de faire plus ? On ne sait pas, c'est vrai que c'est un peu problématique. Linotech qui nous dit quelqu'un a expliqué à Iloki que le ballon ne brûle pas, n'est pas toxique ni dangereux quand on voit comment il s'en débarrasse. Ou encore Pierre Vidot, comment être autant aveugle face aux prestations d'Iloki, la plus grosse imposture de la Ligue 1. Aucun progrès depuis tant de mois de titularisation. Il doit avoir des dossiers sur Kita. Et ça va loin. Largement pire en Ligue 1 qu'Iloki. Hein. Ça va loin. Il y a largement pire qu'Iloki donc, dans le milieu droit. En Ligue 1, dans le milieu droit, dans tous les postes, il y a pire qu'Iloki, heureusement d'ailleurs. Bon, alors on a parlé de Joris Kayembe, ça tombe bien, on va le voir en image, parce que vous allez peut-être être un peu plus disert sur Joris Kayembe, qui est entré donc à quoi, un gros quart d'heure de la fin, en remplacement donc de Jules Iloki. On le voit d'ailleurs saluer ses partenaires. Blessé de longue date, on rappelle, rupture des ligaments croisés, dès son arrivée quasiment au FC Nantes. Pas moyen de montrer ses bonnes performances. Et puis là, il revient, un demi-match avec la réserve, et déjà dans le groupe pro. Il vous a étonné, épaté, Camille ? Alors moi, j'étais satisfait de le voir au niveau un peu technique, parce que c'est vrai qu'il a tenté des petites choses. Hein. C'est-à-dire que quand il rentre pied gauche, des fois, on sent qu'il y a du ballon quand même. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, bon, le joueur, il revient de blessure, il va pas oser y aller, il va pas tenter. À un moment, il tente une frappe, ça part. Mais bon, après, c'est pas dedans. Mais c'est pareil, sur son côté, il a réussi à apporter de la profondeur. Et ce qui est marrant, c'est que Dubois est plus monté quand Kayembe est arrivé. Il y a une relation certainement, un lien de cause à effet. Ouais, peut-être. Après, il faudra voir aussi avec le temps comment il s'entend avec ses partenaires. C'est vrai qu'hier, il nous disait que il avait eu le temps quand même de s'intégrer dans le vestiaire, même s'il n'avait pas joué depuis son arrivée, mais il a fait quand même quelques matchs de préparation. Et puis après, il avait partagé les moments avec le groupe, donc peut-être que déjà il y a une entente. Ouais. Ça c'est bien, même peut-être indispensable, parce que sinon ça aurait été compliqué. Peut-être qu'il s'entend bien avec Léo Dubois, on verra. Pourquoi pas. Pour quelques mois, simplement. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ce sera pour quelques mois. Joris Kayembe, un mot, même si t'as pas vu, parce que je crois que t'étais parti au moment où il est rentré. Donc t'as pas dû le voir. Non, mais c'est un gars qui s'est bien battu, ça c'est clair. Voilà, il était là, il était présent, il s'est bien battu. Et on sent qu'il a envie d'aller vers l'avant, comme tu l'as dit, sa tentative de l'un. C'est de l'eau de souvent les joueurs qui débarquent dans une équipe comme ça en cours de saison, qui n'ont pas joué depuis longtemps, c'est de s'imposer tout de suite dans les duels, dans les dribbles et tenter aussi ce que faisait Harit, ce que faisait Ngom aussi en début de saison, la saison dernière pour Harit. C'est tout de suite se mettre dans le sens du jeu, d'essayer de marquer. Provocation. Voilà, la provocation et les tentatives. Donc c'est ce qu'a fait Kayembe. Il faut voir sur la durée maintenant. En tout cas, un partout, on peut le dire, par rapport à la physionomie du match, par rapport à l'adversaire, même s'il n'était pas au mieux, c'est plutôt un bon résultat. En tout cas, en termes de points, pour se redonner un petit peu confiance. On va regarder le classement de cette Ligue 1. Comme d'habitude, depuis un peu plus de 4 mois, maintenant, bien le FC Nantes est à la 5e place. Il va rester encore pas mal de journées à disputer, mais les Nantais s'accrochent à cette fameuse 5e place. Un petit point d'avance sur nos amis montpelliérains de Michel Derzakarian. Et puis, ça a creusé un petit peu derrière. Il y a 3 points d'écart entre Montpellier et puis les poursuivants. Avec, on le verra tout à l'heure, les matchs à venir et notamment un Bordeaux-Nice le week-end prochain qui pourrait être profitable, sait-on jamais, aux Canaries. Un petit chiffre pour terminer cette émission. Regardez, je vais vous demander justement à quoi il correspond. Si vous avez une petite idée, on va le voir. C'est 20. Voilà. Alors à quoi ça correspond 20 ? C'est pas la note du match. C'est pas la note d'Iloki, ça c'est sûr. C'est pas la note d'Iloki, c'est sûr. Eh bien tout simplement 20, c'est la position du FC Nantes au classement de la possession de balle. 20e et dernier ça, depuis le début de saison aussi. De la Ligue 1, c'est quand même assez hallucinant. Ça montre le peu de maîtrise quand même que cette équipe peut avoir. Après, c'est un choix aussi. Oui, c'est un choix de jeu de Ranieri, c'est laisser l'initiative du jeu à l'adversaire pour évoluer en contre. Mais c'est vrai. Sauf que c'est risqué. Non, on l'a vu contre Lille. Ça, puisque c'est 5e au classement, donc c'est pas si risqué que ça. On l'a vu contre Lille quand même. Quand tu n'as pas de maîtrise derrière, technique et physique qui est assez impressionnante, on peut se faire remonter assez facilement. Contre Caen aussi. Et contre Caen. Voilà. Surtout contre Caen d'ailleurs. Ouais, surtout contre Caen. Mais bon, c'est quand même... Après, il y a un gap aussi entre la première partie de saison et puis depuis la trêve, ils ont eu du mal à retrouver leur solidité, les Nantais. Mais sur la première partie de saison, effectivement, ils laissaient le ballon et ils verrouillaient C'était 47 derrière. ou 48% de possession de balle, effectivement, sur la première partie de saison. Ah oui, et depuis janvier, c'est tombé à 43. Il faut remonter un peu alors. Voilà, ça explique peut-être aussi le mauvais début 2018. Enfin, le mauvais. En tout cas, le moins bon début 2018 des Nantais qui ont pris 6 points contre les adversaires de 2018.
alors que l'an passé, en 2017, dans la première partie de saison, les matchs allés, ils en avaient pris 10 contre ces mêmes adversaires. Finalement, on a l'impression que la différence est énorme. Pas tant que ça, finalement, il y a 4 points d'écart, donc on peut être optimiste pour la fin. Je pense que ça risque d'être compliqué quand même, hein, parce qu'on a des Alors, équipes... qu'est-ce qui reste compliqué? La 5e place, 6e place? 5e et 6e. 5e et 6e, parce qu'on a des équipes qui reviennent quand même bien en forme, avec des joueurs aussi qui reviennent en forme chez eux. Nous, on a du potentiel offensif qui est censé revenir, mais c'est toujours risqué, parce que Sixterson, Koulibaly, je veux dire, ils n'ont jamais rien prouvé à Nantes, donc il ne faut pas trop croire non plus et pas espérer sur eux. Il va falloir compter sur ça là jusqu'à la fin de saison. Et le seul renfort, c'est KMB au final. Finalement. KMB, on est d'accord, ça peut être le renfort tant espéré dans le couloir. Aussi. Et Yacine Bamou qui commence à retrouver le chemin défilé quand il n'est pas blessé. Oui, le problème c'est qu'il est encore blessé et ça fait déjà 2 ou 3 matchs qu'il n'est plus là. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour les Nantais dans les semaines à venir et dès samedi d'ailleurs, le match à la Beaujoire, on vous le rappelle, c'est face à Amiens samedi 20h au stade de la Beaujoire. Louis, tu y seras d'ailleurs? Samedi 20h, c'est possible, ouais. C'est possible. Pas pour France Bleu, mais comme ça, par amour du football. Par amour du football, et, ouais. du FC Nantes. Avec le déplacement à Marseille, ce sera le dimanche qui va suivre le grand match, le grand format de 21h. Et puis, vous l'avez vu ensemble, il y aura la réception de Troyes et le déplacement à Metz. On dit toujours que c'est des calendriers assez positifs, même s'il y a un déplacement à Marseille qui est dur à jouer en ce moment. Amiens, Troyes, Metz, oui, on va pas se le cacher. Hein. Si vous ne battez pas ce genre d'équipe, vous n'avez pas grand-chose à faire à la 5e ou 6e place. Mais peut-être que ça va dire quelque chose aussi, les prochains matchs, de voir justement ces équipes qui on ne peut pas se louper. Et puis Marseille aussi, ça peut, peut-être que dans 4 journées, on y verra plus clair. Eh bien, on espère. En tout cas, on va voir plus clair et on espère vous revoir, messieurs, ici, à cette même table de Canary Play. On vous souhaite une très bonne semaine. Merci à Camille Autrusso. Bonjour du côté de Boye, évidemment. Merci, Anthony. Et puis, on reparlera de la Coupe de France de CC Foot, puisqu'il y aura l'occasion d'avoir le tirage au sort avec un certain Adrien Thomasson, hein, c'est ça? Tout à fait. Quel parrain du CC Foot à Don Bosco. Merci à Louis de Bergevin de France Bleu, l'Océan. À très bientôt, Louis, et une très bonne première pour ses débuts ici sur la télé. Canary Play, avec également un bonjour et un au revoir à notre ami Charles Guillard qui va repartir bosser quand même, parce qu'il faut bien aller travailler. Puis on se donne rendez-vous, nous, samedi pour le Nantes-Amiens à 20h et Canary Play mardi prochain, même heure, 15h30, en direct. On espère être à l'heure, bien évidemment. Bye bye et merci à toutes les équipes techniques en régie. Bye.